Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'Académie de l'air et de l'espace pour la troisième conférence de son programme 2021 qu'elle organise en partenariat avec la Médiathèque de Toulouse et l'Association aéronautique et astronautique de France, la 3AF. Depuis notre dernière conférence de 2020, les règles sanitaires nous ont conduits à une organisation de ces conférences en distanciel avec un public plus nombreux, 170 personnes aujourd'hui par exemple, mais privés de contacts personnels que permet le présentiel. Je vous prie de bien vouloir excuser de vous avoir laissé en salle d'attente sans information sur notre retard dû à un incident technique. La conférence d'aujourd'hui, Nouveau design pour les ailes d'avion du futur bio-inspiré, sera donnée par Mariana Braza, directrice de recherche au CNRS à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, l'IMFT. Mariana Braza est diplômée de l'École nationale polytechnique d'Athènes. Probablement attirée par notre belle ville de Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, elle y effectue sa thèse de docteur ingénieur en 1981 à l'IMFT. Entrée au CNRS en 82, elle soutient sa thèse de doctorat d'État en 86 sous la direction de mon camarade Alain Sica à Milieu, un grand chercheur international, hélas très tôt décédé, pour qui j'ai aujourd'hui une profonde et amicale pensée. Directrice de recherche au CNRS en 2001, elle est responsable de l'un des 6 groupes de recherche de l'IMFT, aérodynamique, sillage, interaction, jusqu'en 2007. C'est alors qu'elle décide d'orienter ses activités de recherche vers de nouveaux designs d'ailes d'avion, reconsidérant la possibilité de déformation des surfaces portantes, le morphing, afin d'accroître leurs performances aérodynamiques. Une sorte de retour aux sources, en effet, depuis le premier engin volant motorisé de Clément Ader en 1890 jusqu'aux premiers avions des frères Wright en 1903, les ailes étaient déformables sous l'effet des efforts aérodynamiques. Elles sont devenues progressivement plus rigides jusqu'au design des avions actuels. En 2010, Mariana Braza suscite la création d'une équipe pluridisciplinaire avec le laboratoire, réunissant le laboratoire Laplace et l'IMFT, structuré à l'aide de 3 projets fédératifs de la Fondation Sciences et Technologies pour l'aéronautique et l'espace, et développe avec succès le thème du morphing électroactif bioinspiré. Ces travaux, encouragés par le département énergie Emerging Technology and Concepts d'Airbus et la participation de l'ONERA Toulouse, prennent en 2017 une dimension européenne. Au sein du programme européen Horizon 2020, le projet SMF, Smart Morphing and Sensing for Aeronautical Configuration. Ce projet comporte 10 partenaires européens coordonnés par l'Institut national polytechnique de Toulouse avec la participation du CNRS, regroupant l'équipe IMFT Laplace, l'ONERA de Toulouse, l'Université polytechnique de Milan, l'Institut aérodynamique de Gdansk en Pologne, l'Université nationale polytechnique d'Athènes et 5 entreprises européennes, 2 en France, 2 en Allemagne et 1 en Suisse. Il s'est achevé en 2020 et ces avancées vont aujourd'hui faire l'objet de la présentation de Mariana Braza, qui en a été la coordinatrice. En outre, Mariana a réussi, grâce à sa passion créatrice et humaniste, à élargir le partenariat initial IMFT Laplace à d'autres laboratoires toulousains de recherche et constituer ainsi un cluster, rassurez-vous, sans Covid-19, mais toutes ces réalisations vont permettre maintenant d'envisager une suite. Le morphing d'un volet hypersustentateur d'Airbus en essai en vol, pour lequel l'IMFT, le Laplace et Airbus Emerging Technologies and Concepts souhaitent mettre en place un nouveau partenariat. En préparant la présentation de Mariana Braza, mon attention a été attirée par la concomitance en 2017 de l'accord de la Commission européenne sur le projet SMS avec une exposition organisée par le CNRS sur le thème « Le vivant comme modèle, la bio-inspiration ». Permettez-moi de vous en livrer son introduction. Observer et mieux comprendre la nature pour en répliquer le génie. Si l'idée n'est pas neuve, le concept de bio-inspiration apparaît plus que jamais comme une tendance majeure pour innover. Merci enfin à Alain Fontaine, qui a dirigé le département Emerging Technology and Concepts d'Airbus, d'avoir donné à l'Académie l'idée de cette conférence, de m'avoir fait faire la connaissance de Mariana Braza
et d'avoir retrouvé l'IMFT où j'y ai préparé ma thèse de docteur ingénieur que j'ai soutenue en mai 1968. Je vais maintenant passer la parole à Mariana Braza, en toute confiance pour le succès de son intervention. Vos questions pourront lui être posées à la fin de son exposé et préparées auparavant en utilisant le chat sur la droite de votre écran. Merci, Monsieur Fourtanier. Merci, l'Académie de l'air et de l'espace, pour ce grand honneur d'avoir invité cette conférence sur ce thème du morphine bio-inspiré pour les ailes d'avion du futur. C'est un grand honneur et une grande motivation pour la suite de nos études. Et au nom de toute l'équipe pluridisciplinaire constituée par des personnels du laboratoire IMFT et du laboratoire Laplace, je vous remercie sincèrement. Je remercie beaucoup également Alain Fontaine, qui avait dirigé le département d'Airbus jusqu'en fin 2017, jusqu'en août 2017, Emerging Technologies and Concepts Toulouse, qui nous avait fait confiance avec deux projets Airbus depuis 2014 jusqu'en 2017, puis il a donc assuré l'endorsement du projet SMS par Airbus ETCT, Emerging Technologies and Concepts, et il a suivi tout le projet SMS depuis le début de 2007 jusqu'à juin de 2020, en prodiguant des conseils judicieux pour le déroulement du projet de par son expérience. Et merci beaucoup Alain pour avoir initié ce contact avec l'Académie de l'air et de l'espace pour l'invitation de cet exposé. Et je représente aujourd'hui, bien sûr, mon collègue Jean-François Rouchon du laboratoire Laplace, ainsi que tous mes collègues de l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires du projet SMS que j'ai eu l'honneur de coordonner. Bon, par rapport à ce thème, donc, excusez-moi, j'ai un petit souci pour voilà, très bien, pour passer le transparent. Vous voyez toujours mon écran, j'espère. Donc, effectivement, comme l'a dit Monsieur Fourtanier, il y a eu bien sûr la grande histoire du premier engin volant de Clément Ader et également d'autres engins volants qui ont suivi ensuite aux États-Unis par les frères Wright et d'autres. Et les premiers avions avaient effectivement des ailes déformables. Mais ensuite, au fur et à mesure de l'avancée de l'aéronautique, pour des raisons de matériaux et de design, les ailes d'avion sont devenues rigides jusqu'au design à nos jours. Les avions donc, qui réalisent des vols réels, ils ont des ailes rigides, et pour assurer la cambrure qui va donner la portance, ils ont donc le volet hypersustentateur qui va cambrer, qui va sortir, et de par cette incidence, il va former une cambrure qui va être rigide. Voilà donc qu'on revient petit à petit dans ces anciennes idées des ailes déformables et vibrantes, et je vous présenterai dans là les avancées dans la thématique que nous avons développée au sein du projet SMS, et depuis aussi des travaux qui ont commencé en 2010 avec deux projets fédératifs, comme l'a indiqué M. Fourtanier, de la Fondation Sciences et Technologies
pour l'aéronautique et l'espace. Et pour le grand public, j'indiquerai que le CNRS avait dédié un reportage, un film qui est assez pédagogique et on pourrait peut-être le visionner pour voir l'évolution de notre thématique. Bien, on va donc voir pour les différentes phases de vol, la phase du décollage, la phase de vol de croisière et de l'atterrissage, donc les phases de vol subsonique puis transsonique, comment on peut avec le morphing augmenter les performances aérodynamiques, à savoir augmenter la portance, réduire la traînée et simultanément réduire les sources du bruit qui sont produites en aval de bord de fuite de l'aile de l'avion. J'insiste là-dessus parce que on sait depuis l'état de l'art que la plupart des méthodes actuelles conventionnelles avec des jets actifs ou des riblets ou autres qui réduisent par exemple la traînée augmentent le bruit simultanément et vice-versa, alors qu'on sait très bien que les oiseaux peuvent assurer simultanément ces trois performances. Et donc, je présente ici un petit film sur le vol de l'oiseau pour insister sur le fait que l'oiseau non seulement assure la grande cambrure avec la grande aile, mais l'aile est constituée d'ailerons et des plumes et des plumettes. Et l'oiseau qui reçoit donc les pressions qui sont exercées par le vent, par l'aérodynamisme sur l'aile, il capte ça par son système nerveux, les muscles et les tendons. Il peut instantanément faire vibrer et légèrement modifier la forme, donc déformer tout cet arsenal de diverses échelles de longueur et avec diverses échelles de temps pour les vibrations. Et donc, instantanément et à chaque instant de vol, il peut optimiser ses performances et rendre aussi, quand ils font sur la proie, s'il s'agit d'un oiseau de grande envergure comme la chouette ou l'aigle, il est pratiquement inaudible. Pardon. Donc, ici, c'est pour un petit peu illustrer la thématique, l'évolution de la thématique. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus parce que les différents éléments ont été présentés. Et depuis donc, ces projets de la fondation STAE, puis des projets avec Airbus et TCT, nous avons abouti à ce projet européen. Donc, la problématique est comment on peut implémenter différents accompagnements, comme je disais, comme l'oiseau fait, à plusieurs échelles de longueur et de temps sur une aile d'avion. Enfin, bien sûr, l'oiseau, c'est une inspiration, mais il s'agit là d'une bio-inspiration et pas de biomimétisme parce que les oiseaux, on le sait bien, n'ont pas les mêmes échelles de cordes de leurs ailes comme le vrai avion, puis ils ne volent jamais à des vitesses, par exemple, du vol de croisière, des vitesses du vol transsonique. Donc, il s'agit d'une inspiration, mais on va expliquer par l'aérodynamisme comment les concepts du morphing ont évolué pour dicter les différents types d'actionneurs qui s'avèrent très intéressants, comme on le verra, pour le design des ailes d'avion du futur. Et au sein du projet SMS, nous allons considérer deux types de prototypes. Un prototype de taille relativement réduite, quand même la corde fait 70 cm et l'envergure aussi, et un prototype de grande échelle. Si vous imaginez l'aile de l'avion en flèche en réalité, si vous coupez au milieu l'aile du A320, parce que l'étude va considérer le morphing d'une aile de type A320 dans un premier temps.
Au niveau de la moitié à peu près de l'aile, le volet hypersustentateur, la corde de cette aile fait 2,4 m et le volet hypersustentateur fait 1 mètre à peu près. Ce sont des dimensions communiquées grâce à notre collaboration avec Airbus. Et nous allons voir comment, avec ces différents actionneurs, on pourra manipuler les différentes classes de tourbillons qui sont nés autour de l'obstacle, qui sont fruits de l'amplification de différentes instabilités qui sont liées à la forme du corps. Et nous allons voir comment on peut associer les différentes échelles. Une échelle lente qui est obtenue par des matériaux de type alliage à mémoire de forme étudiés par le laboratoire Laplace et des matériaux, donc ces matériaux-là qui agissent en échelle lente en temps de l'ordre d'une fraction de Hertz pour assurer la cambrure et grande déformation, donc mais en échelle lente, grande déformation de l'ordre d'un 20% de la corde si on veut, et des matériaux de composites piézoélectriques, des actionneurs piézo, qui eux sont capables d'assurer de grandes fréquences, de hautes fréquences, de l'ordre de 100 à 1000 Hz, si on veut, et on verra bien qu'on n'en a pas besoin de plus, et avec des petites déformations de l'ordre de quelques millimètres jusqu'au centimètre. Et voilà une première réalisation au sein du projet SMS où on voit la possibilité donc de cambrure, contrôle de cambrure. La partie arrière de cette aile du A320 en modèle réduit, ce qu'on appelle dans le projet SMS le RS prototype, Reduced Scale Prototype. Bien, pour un petit peu fixer mieux les idées, voici donc les alliages en mémoire de forme qui sont instrumentés à l'intérieur de l'aile. C'est là où vous voyez ici les attaches ici présentes. Et ici, une famille de piézoactuateurs qui sont basés à des composites Macrofiber Composites, MFC, qui sont capables donc d'assurer des vibrations à plus haute fréquence et des légères déformations, alors que les grandes déformations sont assurées par les alliages en mémoire de forme ou bien, comme on a étudié dans le projet SMS, à l'intérieur par des actionneurs électromécaniques également. Donc, ici, vous voyez un aperçu de cet actionnement par les piézoactuateurs qui sont disposés dans la région du bord de fuite. Pourquoi dans la région du bord de fuite et pas ailleurs? On verra bien le pourquoi. Ce sera parce que les turbulences qui sont générées par le bord de fuite peuvent être sujettes à des manipulations optimales qui vont créer un feedback très bénéfique sur la répartition de pression en amont de l'aile. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là de ce qu'on a l'habitude de dire un contrôle, un simple contrôle des écoulements. Il s'agit d'un système dynamique fluide structure où le fluide et la structure sont en synergie optimale. Va surdéformer les différents actionneurs qui vont, produire ces déformations et ces distributions de pression. Si elles sont optimisées, elles seront bénéfiques. Donc, elles seront bénéfiques sur le sillage et dans toute la partie amont. Et là, je donne un aperçu donc du prototype Reduced Scale qui a été donc utilisé au sein du projet SMS. C'est un fruit de plusieurs thèses de doctorat avant le projet SMS financé par les contrats de recherche en partenariat que j'ai mentionnés et des post-doctorats. Et là, on va voir comment on peut
donc manipuler cette turbulence pour créer ce fameux système interactif fluide structure. J'insiste, électroactif, pour nous démarquer de tout ce qui est des actionnements qui sont essayés ces dernières années avec des actionneurs mécaniques qui sont très lourds et très lents en réponse, alors que nos systèmes, comme vous le verrez, sont très versatiles, légers et, comme on le dira, économes en énergie, en consommation de l'énergie, et ils vont dans le sens des priorités des sociétés aéronautiques vers l'avion tout électrique. Bien, pour fixer un peu les idées, voilà donc autour de l'aile d'avion, nous avons des décollements, nous avons une zone décollée en fonction de l'incidence. Ici, je prends l'incidence de 10 degrés qui nous avait été dictée par Airbus qui représente un take-off d'une aile en clean tout d'abord. On ne parle pas encore du rôle du volet hypersustentateur. Et nous avons donc la formation de ces fameuses deux zones cisaillées, la rouge et la bleue. À cause de l'incidence, la zone rouge est un petit peu plus cisaillée que la zone bleue, donc plus forte en cisaillement. Et on le sait bien que dès qu'on a deux zones cisaillées qui vont interagir, plus loin vont nous donner par interaction l'alternement des tourbillons de von Karman. Donc, on a ici, bien sûr, la turbulence de petites échelles chaotiques, mais on a d'une manière très claire des tourbillons cohérents d'une échelle relativement petite, mais beaucoup plus grande que la turbulence aléatoire, qui sont les tourbillons dits de Kelvin-Helmholtz, et plus loin, on a des tourbillons alternés de plus grande taille, qui sont les tourbillons de von Karman. Et je cite tout ça parce qu'on verra, grâce aux cambrures en grande déformation et aux vibrations en échelle donc de l'ordre de quelques centaines de hertz, mais en petite amplitude, comment ces structures cohérentes sont manipulées et comment elles donnent des feedbacks bénéfiques en amont grâce à cette manipulation qui vont conduire à l'augmentation importante des performances aérodynamiques. Et d'emblée, je peux avancer que cette interface-là, et celle-ci d'ailleurs, elle s'appelle les interfaces turbulents-non turbulents parce que ça limite le fluide irrotationnel par rapport au fluide turbulent. Donc, ce sont les interfaces TNT. Et à l'intérieur, comme vous le verrez dans d'autres vidéos, l'interaction entre les deux va nous former une autre interface plus compliquée, plus complexe, qui est l'interface turbulent-turbulent, TT. Donc, le système fluide de structure que l'on va examiner va manipuler les interfaces TNT et TT et on verra bien ce que ça donne. Bon, donc avec le morphing ici, on va introduire de l'énergie dans les zones cisaillées. On va donc introduire des tout petits tourbillons comme des petites propelles qui vont agir le long de ces zones cisaillées et ils vont activer ce qu'on appelle un blocage par effet tourbillonnaire et comme on verra bien, il y aura des effets très très bénéfiques quant donc aux pressions qui vont être le résultat de la manipulation de ces zones cisaillées. Bon, dans notre donc, composante, nous avons mis en œuvre des expériences physiques faisant appel à des systèmes de particle image velocimetry très fins, résolus en temps, à l'aide de l'équipe signaux-images de l'IMFT, mes collègues Sébastien Cazin et Moïse Marchal, entre autres, et également on est doté de post-traitement et de logiciels de extraire les vitesses en l'aide de ces donc,
Time Resolved PIV, qui sont d'une part commerciaux, logiciels, d'autre part faits maison à l'IMFT. Commerciaux, c'est Davis, c'est PIV, c'est par notre collègue Pierre Eliakim à l'IMFT. Bien, ici, donc, pour fixer les idées, j'ai fait un mix entre ce qui est nos simulations numériques qui vont agir en synergie avec les expériences physiques. Voici ici par TR-PIV les fameuses interfaces TNT et TT. Donc, TNT sont les rouges et les bleus et TT, c'est l'interface verte. Ici, la voilà. Tac, tac, tac. Et donc, on verra bien comment ces interfaces vont être manipulées. Ici, c'est une vue de ce qui se passe dans la zone cisaillée, dans la zone séparée, excusez-moi, avec donc la naissance de cette première zone cisaillée qui va ensuite se convecter en aval, comme ici démontré par les simulations numériques de haute fidélité. Et ces deux zones cisaillées vont nous donner, le voici, là, les tourbillons, l'instabilité de von Karman, et pas seulement. Vous voyez aussi cet événement-là, c'est un appariement entre les tourbillons successifs qui va nous créer des effets non linéaires que nous allons bien contrôler avec le morphing pour obtenir des performances aérodynamiques accrues. On expliquera comment. Donc, à cause de génération de petits tourbillons que vous avez vus précédemment dans les vidéos précédentes autour de l'aile du voisinage du bord de fuite, nous allons donc activer ce qu'on appelle un effet par blocage tourbillonnaire et nous avons obtenu une constriction de ces zones cisaillées parce que on a donc ce développement de structures, petites structures chaotiques entre les deux qui vont construire et amincir les zones cisaillées. Et du coup, elles vont amincir aussi la largeur du sillage, comme on voit ici sur le PIV, d'une manière certes, enfin je ne veux pas dire qualitative parce que c'est des films de champ de vitesse, mais on verra la quantification d'une manière plus claire un peu plus tard. Donc, d'ores et déjà, on obtient un amincissement du sillage qui va être très bénéfique pour la réduction de la résistance au vent, de la traînée, et on verra bien ce que ça donne. Comment ces choses vont agir? Ici, je prends l'exemple donc du profil de l'aile mise dans ce sens-là. Le vent dans ces figures-là souffle dans la soufflerie S4 de l'IMFT dans ce sens-là. Ici, vous avez le bord de fuite. Et grâce au TR-PIV, au Time Resolved PIV, vous avez ici, sans morphing, l'illustration de ces tourbillons cohérents qui sont créés. Et à droite, vous avez, grâce au morphing qui a été étudié depuis de longues années d'études chez nous, optimales, avec des fréquences bien donc identifiables, pour être optimales, vous avez l'explication de comment agit l'optimalité. On produit un éclatement tourbillonnaire des gros tourbillons organisés cohérents. Je ne dis pas seulement les gros tourbillons, mais ils sont cohérents dans le temps et l'espace, ces tourbillons. Et on fait un breakdown de leur cohérence temporelle et spatiale. C'est très important qu'on ne fait pas seulement une cohérence spatiale, mais on brise aussi la cohérence temporelle et ça va donner cette brisure donc de cohérence. Ici, c'est sans morphing. Ici, c'est le transformé de Fourier rapide d'un signal par là, à peu près, où vous avez ici la formation d'une fréquence prépondérante due à l'échappement de ces tourbillons dans les zones cisaillées. Voici donc ça.
ce mode de fréquence préférentielle. Et avec le morphine, nous avons pratiquement atténué dans les structures chaotiques ce pic des fréquences qui sont dues à ces cohérences parce qu'on a brisé la cohérence spatiale et temporelle de ce mode-là. Et ça va nous suivre un peu partout dans l'exposé. Pour le moment, on a obtenu ça que juste avec une petite vibration, avec des fréquences optimales. Je reviendrai sur les rangs de l'optimalité et les valeurs plus tard. Donc, il n'y a pas ici encore d'effet de cambrure. Bien. Ici, nous avons cet effet d'augmentation de la fréquence. Ça, c'est expérimental, où nous avons une optimalité dans ce rang de fréquences de piezoactuateurs qui sont disposés dans la région du bord de fuite. Et nous avons donc ici que rien que l'activation avec ces piezoactuateurs, un 2% de plus de lift, comme les expériences par la balance piézoélectrique qui a été instrumentée dans le dispositif expérimental a démontré. Et ici, vous avez les différents voltages. Et donc, c'est une étude en synergie entre, je rappelle, les deux laboratoires, Laplace et IMFT. Bien. Ici, nous venons là sur une chose très importante. Dans le cadre du projet SMS et de toutes nos études d'ailleurs depuis le début, nous avons suivi la stratégie d'une synergie entre les simulations de haute fidélité et les expériences. Et comme vous le verrez, dans plusieurs cas, les simulations ont dicté les rangs optimaux que les piézoactuateurs et les autres actionnements que vous verrez plus tard ont donc suivi le long des expériences pour dire que dans notre stratégie au sein du projet SMS notamment, nous ne distinguons pas d'un côté les expériences et de l'autre côté les simulations, mais les deux vont aider à comprendre les mécanismes pour mieux les utiliser pour l'augmentation des performances. Juste une première prise de vue donc, de ces simulations de haute fidélité qui sont effectuées soit au centre de calcul régional CalMIP à Toulouse. Un grand merci de toute l'équipe du projet SMS pour les fonctionnalités de supercalculateur de ce centre et pour nos allocations d'heures. Et un grand merci aussi aux centres nationaux autres que le CalMIP, le centre CINES et, à Montpellier et le centre Idriss dans la région parisienne et le TGCC du CEA. Tous ces centres nous ont donc des heures de calcul et des fonctionnalités énormes pour les supercalculateurs. Bien. Donc ici, vous avez un premier aperçu des optimalités que les simulations numériques ont dictées avant que les expériences physiques ne commencent. Et les optimalités sont situées au niveau de, bien sûr, des valeurs moyennes où la portance devient maximale et la traînée minimale, mais pas seulement. On ne va pas choisir seulement les intervalles où j'ai seulement une portance en moyenne maximale, mais des intervalles qui sont accompagnés en même temps avec un RMS, une fluctuation des coefficients aérodynamiques minimales, parce qu'il est gênant d'avoir, bien sûr, même si la moyenne est bonne et optimale, il est gênant d'avoir un caractère fluctuant important. Et on voit que, voilà, il y a des rangs de fréquences optimaux. Et on va mieux fixer ce qui se passe autour de 300 Hz, vous verrez dans la suite, où nous avons une augmentation de l'ordre de 4% des performances aérodynamiques.
Et là, c'est pour illustrer le pourquoi on obtient cette augmentation des performances grâce à l'effet de ce blocage par effet tourbillonnaire. Vous avez ici donc la situation sans le morphine. Et vous avez ici ces phénomènes non linéaires qui vont épaissir énormément le sillage avant de donner un épais von Karman, ici, alors qu'avec le morphine, il y a du morphine non optimal. Enfin, on a fait des études pendant de très longues durées, peut-être long d'une thèse de doctorat de 2 ans de thèse de doctorat, je vous passe le détail, pour déterminer leurs rangs optimaux. Par exemple, les fréquences d'activation autour de 200 Hz ne s'avèrent pas optimales quant à la donc modification et la diminution de la cohérence dans le sillage, alors que par exemple, les fréquences autour de 300-350 Hz, on obtient, comme vous voyez ici, on obtient 2 choses très importantes. D'une part, on supprime la longue zone de formation de la zone cisaillée du bas, de la TNT du bas. Et cette zone cisaillée, elle est très réduite ici, et tout de suite, vous avez la formation des tourbillons de Kelvin-Helmholtz, tourbillons de Kelvin-Helmholtz qui sont de plus petite taille et qui sont bien réguliers et bien renforcés par rapport à la situation que vous voyez ici. Donc, c'est pareil pour la zone cisaillée du haut. Cette situation est un peu moins visible, mais vous allez entrevoir ici en vert la fameuse interface TT, parce que la zone cisaillée du haut, on l'a dit, elle est un peu plus faible en cisaillement que la zone du bas, mais donc elle va aussi subir un renforcement, si bien que la fameuse région de tourbillon de von Karman va être très, très atténuée, loin, et donc on n'aura plus d'effet donc de cette largeur du sillage qui sera ressentie sur les forces de pression et de viscosité, et donc sur les paramètres globaux. De même, nous pourrons mieux voir dans des images dans la suite, une légère augmentation de l'inclinaison du sillage par rapport au cas statique grâce au cas morphine optimal, qui va être très bénéfique pour augmenter la portance. Donc, on va avoir en même temps une diminution de la traînée, une augmentation de la portance, et comme vous le verrez dans la suite, simultanément, une réduction des sources du bruit, que vous verrez un peu plus loin. Donc, ici, pour expliquer un peu le phénomène, on va regarder dans les 3 dimensions ce qui se passe. Donc, sans le morphine, nous avons ces fameux tourbillons qui vont créer des serpentines, des ondulations dans le sens de l'envergure avec de larges longueurs d'onde, et c'est celles-là qui vont donner le caractère hautement fluctuant de RMS des paramètres globaux et qui vont donner aussi la cohérence forte de ces tourbillons qui vont être assez larges aussi dans le sens du sillage, comme vous avez vu sur une coupe 2D précédemment. Donc, avec ce morphine optimal, vous voyez bien que nous sommes arrivés, l'optimalité est due à la suppression pratiquement de cette tridimensionnalité, suppression que vous voyez ici en vue dessus. Et cette suppression, nous l'avons même expliqué dans les thèses de doctorat en cours. Là, le temps qui m'est imparti peut-être ne me permet pas d'aller dans de grands détails, mais l'explication est la suivante. À cause de cette activation ici et du cisaillement qu'on donne avec d'un coup des tourbillons qui tournent dans le sens opposé des aiguilles de montre et de l'autre côté de tourbillons dans l'autre sens, de tout petits tourbillons, grâce à cette activation en haut et en bas, nous allons tourner les axes de cisaillement de ces ellipses-là qui sont dessinées, qui sont formées
par les tourbillons naturels qui sont là sans morphine. Et en tournant les axes des ellipses, nous allons considérer des concepts venant de l'instabilité dite elliptique, où nous pouvons démontrer que ces axes de l'ellipse, à cause toujours du phénomène d'amincissement des zones cisaillées, ces axes des ellipses vont devenir de longueur plus petite et le rapport de l'axe de long axe sur le petit axe va aller en sous-critique par rapport à l'instabilité elliptique. Autrement dit, dans cette situation-là, je peux démontrer qu'avec ces axes de l'ellipse, si je applique sur un seul tourbillon comme ça des petites perturbations le long de l'envergure, il va commencer à serpentiner et il va devenir assez gros et assez cohérent dans le temps. Alors que si je modifie l'angle et les axes les grandeurs des axes cisaillés de ces deux tourbillons, je vais passer en sous-critique par rapport à cette instabilité elliptique et donc ce rouleau tourbillonnaire ne va plus pouvoir développer ce qu'on appelle d'une manière plus scientifique l'instabilité secondaire qui est greffée sur l'instabilité primaire de von Karman. Donc, il va rester 2D et surtout, il va être beaucoup plus petit. Donc, on a compris ainsi, on a expliqué pourquoi et comment ce morphing optimal va conduire à ces effets très bénéfiques qui vont conduire à donc là, c'est le feedback, à un amincissement de la zone du décollement, à un amincissement du sillage. Et ici, vous avez de part donc une analyse par phase Fourier transform d'un signal qu'on a pioché ici, que nous avons par rapport au cas non morphé une réduction. Ici, vous avez cet événement donc des tourbillons dans les zones cisaillées. Ce n'est pas un pic très distinct souvent parce qu'il y a la turbulence avoisinante, la turbulence des échelles plus chaotiques, donc c'est un bump spectral comme on dit, mais vous voyez que grâce au morphing, nous avons atténué littéralement ce bump et nous avons drastiquement diminué l'intensité de l'énergie spectrale qui est source du bruit produit par le bord de fuite et on le sait bien que le bruit produit par les deux bords de fuite de toute la longueur, bien sûr, de l'aile de l'avion, vont être de l'ordre de 25% du bruit total de l'avion d'après des documents communiqués que nous a communiqué Airbus. Bien, ici, c'est une quantification de ce fameux rétrécissement du sillage. Le bleu, c'est sans morphing, le rouge, c'est avec le morphing. Et donc, nous avons cette réduction de traînée en même temps que l'augmentation de portance et la réduction du bruit. Donc, on a rendu possible ces trois critères d'optimalité que assure l'oiseau mieux que nous parfois, bien mieux que nous. Là, je vais passer donc à ce qui se passe le long d'une cambrure. On a instrumenté donc l'aile par des alliages, des fils d'alliage à mémoire de forme qui vont produire des cambrures dans ce sens-là, une cambrure dynamique. Et le film que vous voyez, c'est une Time Resolved PIV où nous avons l'effet progressif. Donc, il faut attendre un peu ici du grossissement du sillage et de la zone décollée avec la cambrure. Et là, je voudrais mentionner quelque chose de très important que l'on peut obtenir avec le morphine. On le sait très bien que quand on cambre le volet ou l'aile de l'avion, à nos jours, on le cambre en faisant sortir le volet hypersustentateur qui est rigide. Donc, nous avons bien sûr une augmentation de portance et c'est pour ça qu'on utilise ce système pour le décollage et aussi pour l'atterrissage, donc dans le cadre des régimes
de vitesse faible. Mais en même temps que cette augmentation non dynamique et statique, on va dire, statique, on va aller vers un obstacle plus épais qui va présenter beaucoup plus de traînées. Ça, c'est inévitable. Eh bien, on va voir avec le morphing, en manipulant toujours ces fameux tourbillons, j'attends un peu que ça soit visible, dans les zones cisaillées. Voilà, c'est ceux-là. Voilà, en les manipulant, on va freiner le trop-plein de l'augmentation de la traînée quand on va aller vers des cambrures importantes qui vont être réalisées par le morphing avec les alliages à mémoire de forme. Donc, en associant simultanément les grandes cambrures et les vibrations, l'effet des vibrations sera bénéfique pour freiner le trop-plein de la traînée et donc j'aurai encore plus de performances qui vont être développées. Et là, on voit l'effet. Ici, c'est l'évolution, le gain sur la portance en simultanément la vibration de plus haute fréquence dans le voisinage du bord de fuite. Et ici, c'est l'effet de cambrure. Et on voit que le morphing qu'on appelle, c'est notre appellation consacrée entre les équipes, l'équipe pluridisciplinaire IMFT Laplace, Hybrid Electroactive Morphing Effect, nous avons un 2% de plus de portance qui est obtenu grâce à cette hybridisation qui va agir à plusieurs échelles de temps, une échelle lente par les fils AMF, une échelle rapide par les piézos. Et ici, vous avez une fois de plus le spectre qui va vous donner la diminution des sources du bruit de l'ordre de 15%, mesuré par nos capteurs donc en soufflerie à l'IMFT. Voilà, donc ici c'est le pourcentage obtenu. Et là, maintenant, on a vu les mécanismes principaux et on va voir ce que ça donne en échelle donc plus proche de la réalité. Et on va considérer ce qui est le large scale prototype du projet SMS d'une corde de 2,40 m, d'une envergure de 4 mètres. On ne va pas considérer toute cette envergure-là pour le moment, mais vous verrez que pour les simulations, on va considérer tout ce qui se passe pour l'avion complet et on va voir le morphing avec l'aile avec deux éléments, une partie fixe et son volet hypersustentateur qui va sortir exactement comme dans le design Airbus actuel, mais chez nous, il va de surcroît être déformable et on va voir ce que ça donne. Bon, ici, ce sont les cambrures envisagées. Ici, c'est l'instrumentation par les différents types d'actionneurs. Et ici, c'est notre volet hypersustentateur du projet SMS avec les actionneurs dedans et le design de ce volet qui a été donc un fruit des études Laplace IMFT et il a été construit dans les ateliers de l'IMFT, mais la collaboration est là entre les deux instituts et nous allons considérer ce que ça donne, ces 4 différentes cambrures que nous avons dictées telles quelles pour les expériences qui ont été faites en partie à l'IMFT dans la grande soufflerie, voici la maquette ici, et en partie à la Polytechnique de Milan, donc en synergie au sein du projet SMS. Et on va voir en numérique un petit peu le mécanisme, comment ça se produit. Et voilà donc par les simulations numériques la structure de l'écoulement en aval au-dessus du volet hyperstentateur et en aval de celui-ci, où je peux une fois de plus distinguer, maintenant on le sait très bien, la zone cisaillée du bas, la zone cisaillée du haut, l'interface TT verte, les tourbillons cohérents, etc., etc.
Et donc, je vais voir comment, une fois de plus, avec une large étude paramétrique, on a retrouvé l'optimalité autour des vibrations autour de 300 Hz pour le Large Scale Prototype, qui va vous donner cet renforcement de la zone cisaillée, la destruction du mode de von-Karman grâce à ces petits tourbillons qui sont créés grâce à la vibration. Et vous les voyez ici aussi par nos PIV rapides. Et ici, ce sont donc deux animations. Et ici, on a testé plusieurs fréquences de vibration et vous voyez que la fréquence de 300 Hz est vraiment optimale parce qu'elle va carrément supprimer toutes ces structures cohérentes dans le sillage comme c'est donc indiqué dans ces films-là. Bien, ici, une fois de plus, je vais donc montrer pour l'aile et son volet, maintenant on est en large scale prototype, la diminution de l'énergie spectrale et des sources du bruit pour ces points-là pour lesquels on a fait des phases Fourier rapides. Et ici, par analyse modale, par décomposition orthogonale propre, voici ce que j'essayais de vous expliquer un peu en minuscule, la modification donc des axes des ellipses et la diminution de ces deux axes qui passent donc en sous-criticalité par rapport au développement de cette instabilité secondaire 3D. Ici, on le voit d'une manière donc manifeste. Ce sont des simulations de haute fidélité qui ont été effectuées grâce à nos centres de calcul, mais aussi grâce à l'initiative européenne PRACE Supercomputing Allocation Tier 0, c'est le maximum des allocations d'heures qu'on peut obtenir. Et PRACE, pour notre projet, nous a dédié un article donc honorifique et qui peut être consulté par ce lien-là. Et ici, on voit grâce à ces simulations avec des maillages de l'ordre de 60 à 100 millions de points, la fameuse suppression de ces jonctions entre tourbillons cohérents ici principaux qui vont être source de formation de traînées et de RMS. Donc, vous voyez ici, avec le morphine, que ces tourbillons sont vraiment alignés. Et vous voyez ici, ça c'est sans morphine. Vous avez tout plein de ce qu'on appelle ici, ce mode, on l'appelle dislocation. On l'avait étudié dans nos études Journal Fluid Mechanics 2001, il y a assez longtemps, à l'IMFT. Donc, vous obtenez ici des rouleaux sans ces effets de dislocation des allées tourbillonnaires. Donc, on a renforcé la régularité de ces modes tourbillonnaires avec les effets très bénéfiques, une fois de plus, sur les forces, ou ne serait-ce qu'avec l'activation du bord de fuite, nous avons un 0,55% d'augmentation du lift par voie numérique ici. Maintenant, on va voir avec la cambrure toute seule ce qu'on obtient. Voilà donc les cambrures dictées aux expériences physiques, ici illustrées. Et je vais donner directement les pourcentages. Nombre de Reynolds assez grand. Donc, on a un lift sur drag qui va être assez augmenté pour les positions 1 et 2 de la cambrure. Et ici, quelque chose de très intéressant. En bleu, vous avez le système L et son volet hypercentrateur conventionnel, c'est-à-dire sans aucun morphine, le volet qui est sorti en take-off avec de la même manière qu'il sort dans le cadre du design Airbus actuel pour le A320. Et ici, vous avez avec le morphine la position de cambrure 1
Et il n'est nécessaire que d'appliquer un angle d'incidence seulement de 4 degrés au lieu de 8 degrés pour avoir un lift sur drag augmenté de 10% de plus par rapport à la situation conventionnelle. Bien, maintenant, le morphing hybride, où j'associe la grande cambrure et en même temps les vibrations optimales, toujours autour de 300 Hz, on va se focaliser là-dessus. On va voir que la cambrure, bien sûr, nous donne un effet de traînée qui va augmenter, mais cette traînée qui va être augmentée, elle va être freinée par l'effet hybride, si bien que j'obtiens par l'association des deux une diminution de la traînée par rapport donc au cas conventionnel, alors que j'ai drastiquement augmenté la cambrure. Et ça, c'est un effet très important du design hybride qui est obtenu grâce à une synergie entre les échelles de vibration autour du bord de fuite et l'échelle de cambrure lente. Bon, tout ça, c'était la phase de vol donc subsonique, très subsonique. Et nous passons maintenant en phase de vol de croisière, pour lequel, en phase de vol de croisière, nous avons les effets, bien sûr, des ondes de choc qui vont, si on les manipule correctement, elles vont donner une augmentation de la traînée, augmentation qui va être encore plus importante à cause du phénomène du tremblement en régime transonique dû à ce mouvement le long de la voilure de cette onde de choc, malheureusement dans l'intervalle des nombres de Mach entre 0,7 et 0,8 qui caractérise le vol de croisière. Ici, vous avez une vue, une fois de plus, tridimensionnelle, cette fois-ci, grâce à nos simulations de haute fidélité, simulations faites au CalMIP, où vous avez ici donc le choc en question, et ici, une fois de plus, la zone décollée, la séparation et les zones cisaillées, les interfaces turbulents, non turbulents et l'interface turbulent-turbulent. Donc, on a en aval la même situation, mais on a l'onde de choc et on a une interaction dont on va jouer avantageusement entre ce qui va se passer ici en morphing par rapport à cette interaction choc couche limite et choc vortex. Bon, on va voir ça. Donc, ici, c'est pour un petit peu illustrer la physique des choses. Ici, nous avons toujours les serpentines. Ici, nous avons le choc, la structure lambda, l'interaction choc-couche limite. Et nous avons ici toute cette panoplie de tourbillons cohérents dans le sillage qui vont créer des feedbacks qui vont nous intéresser beaucoup. Bon, comment on va s'intéresser à ces feedbacks? Je dois citer tout d'abord que nous avons fabriqué le laboratoire Laplace en synergie avec l'IMFT quant aux échelles des actionnements, un prototype qu'on appelle le Transonic Reduced Scale Prototype, qui a été envoyé en Pologne à Gdansk, partenaire du projet SMS, et il a été instrumenté donc dans leur soufflerie transonique pour maniper aux mêmes grandeurs fixées par Airbus pour le vol de croisière Mach 0,78, incidence de 1,8 degrés. Donc, on a vraiment suivi les directives fournies par Airbus Toulouse. Et ici, c'est la situation sans morphine où on montre les zones cisaillées, les formations de tourbillons, ici les Kelvin Helmholtz, ici la zone décollée. Et regardez maintenant comment ces lignes d'émission, ces points qu'on a artificiellement introduits, ils vont passer même en dessous de la région du choc. Ça, c'est très important. Vous regardez un zoom ici et ils vont passer même en amont de la configuration choc couche limite où ils vont épaissir un petit peu la couche limite ici et ils vont conduire à ce fameux
deuxième choc, certes plus faible, mais que vous verrez dans pratiquement toutes les visualisations Schlieren expérimentales. Donc, pour dire qu'on explique pourquoi on a cette image-là en plus du choc normal, traditionnel que vous voyez ici. Donc, on va voir comment on va utiliser l'instationnarité pour détruire l'instationnarité comme un peu l'homéopathie. Bon, on va ici, c'est une étude à l'extrême un petit peu, où on a, grâce aux actionneurs, appliqué une légère déflexion vers le haut qui a été capable de littéralement détruire l'instabilité du tremblement que vous voyez ici, détruire la cohérence des vortex que vous voyez ici et le rendre complètement chaotique. Mais cette situation, si on ne fait que juste une petite donc déflexion, on perd un petit peu de lift quand même. Donc, on va voir comment, avec notre système d'activation, d'actionnement autour de différentes fréquences, et encore une fois, une étude très détaillée nous a permis de démontrer qu'autour de ces valeurs de fréquence, vous verrez sur les performances aéro, pourquoi on a l'optimalité. Pourquoi on a l'optimalité, en fait? C'est parce que, et pourquoi on ne l'a pas dans le cas d'autres fréquences. Regardez ici, en 200 Hz, vous avez que ces tourbillons, enfin, en fait, ça suit quand même le tremblement. Il faut attendre un peu que le choc va se bouger vers ce sens-là en amont pour voir, je vais faire un arrêt sur image. Voilà, vous voyez donc que ce n'est pas très différent du cas statique. C'est un petit peu tassé, mais ce n'est pas très différent. Mais regardez, dans le cas de l'activation de 350 Hz, en jouant bien sur le eddy blocking effect, sur la manipulation des zones cisaillées, etc., j'ai supprimé de une l'instabilité du tremblement, j'ai aminci le sillage et j'ai détruit les tourbillons que vous voyez ici. Et là, tout ça, c'était donc l'aile d'avion à des petites échelles, à des échelles moyennes, à la grande échelle, presque échelle 1. Et on va voir maintenant ce qui se passe comme performance autour de l'avion complet. Ça, ce n'est que des simulations numériques où, en activant tout d'abord que la cambrure de l'aile, comme on a montré précédemment, on obtient en cambrure un lift un gain sur le lift sur drag quand on est à 4 degrés de 0,80% et quand on est à l'incidence de référence par rapport à un volet conventionnel qui sort à 8 degrés, j'ai quand même par rapport à la situation conventionnelle un ordre de grandeur de 2,2%. Je vais passer à la conclusion où nous avons vu comment la bioinspiration a aidé à introduire ces différentes échelles à l'aide de différents types d'actionneurs pour agir sur le spectre turbulent à plusieurs échelles de temps et de longueur pour manipuler comme il faut différentes classes de structures turbulentes pour qu'ensuite elles agissent sur les pressions exercées sur l'aile. Comme lui, il sait mieux le faire que nous tous. Et comment on a donc vu les performances accrues par un premier prototype au sein du projet SMS de corde quand même assez importante de 70 cm, d'envergure 70 cm, ce sont les dimensions dans notre soufflerie de taille plus modeste, et comment nous sommes allés après sur le morphing de large échelle où le volet hyperstandateur est de 1 mètre, comme on a montré. Et ne serait-ce que sur donc ce premier prototype, nous avons obtenu ces performances aérodynamiques qui nous ont ensuite aidé à aller porter les concepts sur la grande échelle
Le portage n'est pas aussi simple que quand en mécanique de fluide, on dit j'augmente le nombre de Reynolds, donc j'augmente l'échelle et puis c'est tout. Ici, le grand prototype de 2,40 m de corde que je vous ai montré tout à l'heure, bien sûr, il a une surface beaucoup plus importante et il va recevoir des pressions en intégration, donc la distribution de forces aérodynamiques est beaucoup plus importante. Et ce qu'on a démontré, c'était que nos concepts du morphing et notre design, expérimentalement et aidés par les simulations numériques, mais surtout expérimentalement, le volet ainsi construit, il était capable de supporter les vraies forces dans la grande soufflerie, enfin pas des vraies forces bien sûr en vol, parce qu'on n'a pas fait du free flight en morphine en vol réel, mais qu'il est capable, grâce à des cambrures optimales, de rendre une modification de ces forces vers les optimalités, tout en assurant des cambrures optimales et en freinant le trop-plein de la traînée quand il faut. Donc, merci de votre attention et je parlais aussi au nom de mon collègue Jean-François Rouchon du groupe GREM 3 de Laplace et j'ai représenté aussi tous les collègues du projet européen SMS, des 10 partenaires et les étudiants qui participent à cette thématique pluridisciplinaire du morphing au sein du projet SMS et de nos études en cours. Je vous remercie. Merci Mariana. J'ai réussi pendant que vous interveniez à réparer un petit peu le problème de son. Je pense que vous m'entendez mieux. Mais je vais tout de suite laisser le soin à Jean-Claude qui a eu la gentillesse de rester jusqu'à la fin malgré effectivement ses nombreuses charges de préparation des entretiens de Toulouse, organiser la discussion. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont déjà affichées sur le chat. En particulier, il y a une question qui est relative à le surplus de masse nécessaire pour le système complet. C'est David Clèche qui a posé cette question. OK. 2 secondes, j'essaye de partager mon écran avec une facilité d'aller vers différentes diapositives. Oui, la question, c'est combien de plus de masse, hein? Oui, c'est ça. Oui, alors… tous les mécanismes qu'on introduit, ça coûte de la masse. Oui. Et donc, quel est le bilan bouclé sur un projet? Oui, en fait, le long d'une envergure, on va dire le long d'un mètre linéaire, les matériaux, que ce soit tout d'abord les piézoactuateurs qui sont très légers et leur électronique alimentation est assez légère, ont une masse en longueur d'envergure très modérée, on va dire de l'ordre d'une dizaine de kilos, on va dire. Quand on instrumente quand même avec des actionneurs AMF ou électromécanique pour créer la grande cambrure, là, la masse est un peu plus importante, mais de loin bien inférieure du système MEMS. Et on a fait des mesures quantitatives de l'ordre de par mètre linéaire, donc d'envergure, d'un ordre de 60 à, ça dépend de si c'est des AMF seuls ou des électromécaniques ou les deux, 60 à 90 kilos par envergure. Si, comme j'ai démontré, il n'est pas nécessaire d'aller à de très grandes flexions grâce au morphing, juste avec la cambrure numéro 1 ou numéro 2, qui va être de l'ordre de à peu près 5% maximum de la corde du volet cambré, on a suffisamment d'optimalité. Donc, ça aussi, ça conduit à diminuer les exigences en poids par rapport à ces actionneurs-là.
Une autre question, une question de Richard. Quelle serait la date d'un premier vol prototype selon vous? Oui, ça c'est une très bonne question en fait, parce que nous avons eu un projet, après les deux projets qu'a piloté Alain Fontaine, puis Denis Deschmecker, qui est actuellement directeur de l'IRT depuis l'année dernière. Nous avons eu un troisième projet avec Airbus Emerging Technologies and Concepts, ETCT, pour morpher le volet hypersustentateur avec les concepts que nous avons expliqués. Tout d'abord, d'un très grand drone qui est utilisé par Airbus en Hambourg pour des vols d'essai. Si vous voulez, avant d'aller donc directement vers une stratégie d'implémenter ces systèmes sur la partie arrière du volet, par exemple du A321 ou du 350. On en avait discuté beaucoup avec Airbus là-dessus, mais on est revenu sur une échelle intermédiaire pour prouver d'abord les performances accrues dans le cas d'un vol qui n'était pas certainement, qui n'atteint pas le régime de croisière transonique, mais qui a une envergure des ailes de l'ordre de 5 mètres, ce drone. Et nous avons fait toute l'étude autour du drone complet par simulation. C'est notre étudiant en thèse Abderrahman Marouf, en collaboration IMFT Laplace Institut ICUBE Université de Strasbourg. Et nous avons, grâce au Laplace, instrumenté sur une partie stratégique de volet hypersustentateur, donc les alliages à mémoire de forme, qui étaient capables de cambrer avec les cambrures optimales. Et Airbus Emerging Technologies and Concepts était donc, il lui était dédié à fabriquer la partie fixe des deux ailes de ce drone. Et nous, on avait étudié, notre étudiant en thèse Yannick Megapch, par analyse structure, exactement l'implémentation des deux nouveaux volets hypersustentateurs sur les parties fixes pour permettre donc la cambrure optimale. Et tout était prêt jusqu'en mars de 2020, jusqu'à notre réunion annulée à cause du premier confinement avec Airbus et TCT. Et depuis, on a eu plusieurs contacts avec Airbus et TCT, mais il semble que pour des raisons donc, de difficulté de stratégie en interne, il était difficile de poursuivre de leur côté l'étude et fabriquer les deux parties fixes pour lesquelles tout était designé et tout était prêt en fait. Et donc, ce projet qui s'appelle par ailleurs Minotaur, qui veut dire Thor, c'est comme T-H-O-R, c'est pas le Minotaur de... Quoique, on peut aussi citer Dédale, qui avait étudié un premier vol dans la mythologie. Bon, Minotaur, qui veut dire Morphing in Thor, T-H-O-R, n'a malheureusement pas pu être continué alors que le premier vol d'essai était prévu en fin juin 2020. Et nous avions aussi, entre autres partenaires, Laplace, IMFT, Airbus, bien sûr, la société Ofitec, OPHYTEC, qui avait fabriqué toute l'électronique pour la télécommande de ces deux volets hypersustentateurs qui étaient capables donc d'assurer les cambrures optimales.
Et donc, depuis, nous n'avons pas pu avoir une suite concrète là-dessus avec Airbus ETCT, mais nous espérons qu'il y aura une suite. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, il me semble que il est, si on doit donner une échelle de temps pour instrumenter ces concepts sur une vraie aile d'avion, à mon avis, il y a des étapes de réindustrialisation des concepts intermédiaires et donc ça peut faire quelques années. Je ne suis pas experte pour vous dire combien d'années, mais ce n'est pas une échelle à 2 ou 3 années. Néanmoins, depuis nos discussions avec Airbus ETCT pour instrumenter sur une partie du A321, une partie en croisière, parce que le Minotaur ne va pas voler en croisière. Donc Airbus s'intéresse beaucoup, Airbus ETCT aussi, Airbus Bremen, qui sont aussi dans les communications que nous avons, et nos collègues aussi d'Airbus Toulouse, Denis Darac, nous ont dit que c'était très intéressant de voir l'instrumentation donc des vibrations en vol de croisière parce que c'était plus faisable côté sécurité. Et c'est vrai, quand on est en take-off landing, on a moins d'espace donc pour récupérer nos billes, en fait, si jamais quelque chose se passe mal, alors qu'en croisière, on peut, d'une manière peut-être plus simple aussi comme système embarqué, on peut envisager d'instrumenter une série de piézos, certes robustes et bien comme il faut, le long des parties, pas toutes les parties de l'aile en envergure, mais des parties stratégiques de celle-ci. Donc, il nous semble que dans un futur projet européen avec Airbus comme interlocuteur et d'autres constructeurs, si possible, nous pensons qu'un vol réel pourrait être envisagé comme un cas test d'un tel projet européen qui serait un TRL plus élevé et succéderait, enfin ce serait la suite du projet SMS dans le nouveau Horizon Europe, dont les appels d'offres paraissent d'ici peu par ailleurs, où nous pourrons envisager bien sûr une étude avec des matériaux bien comme il faut pour les vraies situations environnementales et aussi un cas test au sein de ce projet qui est un free flight avec des pilotes d'essai. Nous avons donc des parties ainsi instrumentées et si quelque chose va mal, pardon, on peut tout simplement stopper les vibrations qui quand même, à notre avis, même s'ils étaient là, elles ne seraient pas nuisibles pour les performances, mais on pourrait les stopper et donc l'avion fonctionnerait en croisière comme les certifications le demanderaient. Donc, pour ma part, à mon avis, pour aller vers un vrai vol avec un vrai avion, ce serait bien de commencer par cette partie du morphing donc vibratoire et légère déformation et non pas faire un morphing hybride d'emblée. Donc, travailler d'abord pour le vol en phase de croisière. Voilà. Ariana, nous avons donc une question qui revient plusieurs fois. Je m'en fais le porte-parole. C'est Jean-Claude Hironde, hein, l'appareil. Oui. Bien. J'allais te passer le micro autant. Oui. Non, mais on essaye de se répartir. Je ne suis pas tellement expert de ce qu'on vient d'entendre. C'est vraiment moi qui ai vécu dans les études très, très compliquées, très dimensionnelles pour les écoulements laminaires. Je trouve que c'est complètement dépassé par rapport à ce qu'on faisait donc sur les avions classiques. On essayait de jouer sur les formes qui nous donnaient un écoulement laminaire. Et là, je vois qu'on va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, j'ai d'autres questions, mais je pose la question en particulier qui a été posée par M. Laurent Rassemont, que je connais bien. C'est
on va avoir 300 Hertz en gros sur ces actionneurs piézoélectriques. On a vu que la vibration, la meilleure, c'était autour de 300 Hertz. Et donc, la question, c'est est-ce que vous avez regardé la durée de vie en fatigue des actionneurs piézoélectriques sur 300 Hertz? Parce que quand on fait un Paris-New York qui dure 6 heures, 300 Hertz, ça fait beaucoup de… Donc, quelle est la durée en fatigue? Est-ce que vous avez une expérimentation en cours pour montrer que les actionnaires piézo, ils vont bien faire à 300 Hertz et 6 heures sans qu'on ne soit obligé de les changer tous les vols? Oui, c'est une très bonne question. J'ai une réponse partielle parce que tous nos essais ont été faits en environnement de laboratoire. Et Oui. je crois bien que pour le vol réel, ce ne sera pas le même type exactement de ces acteurs piézo de type MFC, Microfiber Composite, qui seront instrumentés, qui seront embarqués. Ce sera des actionneurs piézo, certes, plus robustes. C'est pour ça que j'ai parlé de nécessité d'industrialisation du concept. Mais, dans le cadre des expériences laboratoires, je peux vous dire que les prototypes que je vous ai montrés, les études avec ces actionnaires, on n'en a pas acheté des nouveaux. Ils sont là en essai depuis l'année 2014-2015, 2014 on va dire, jusqu'à nos jours. Et il y a eu des phases, de longues phases d'expérimentation, de durée, où on a expérimenté pendant un mois d'affilée, plusieurs heures par jour. Donc, ils ne sont pas encore tombés en panne. On les utilise toujours, mais c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Une étude de fatigue, de systématique, mais le système paraît robuste en échelle laboratoire. Voilà. Et donc, il faudra regarder la durée de vie en fatigue de ce genre de dispositif qui est quand même logé dans une voilure, qui va se déformer, qui va subir un petit peu de facteur de charge, etc., etc. Donc, ça, c'était une bonne question. Moi, j'ai été, Mariana, très, très impressionné par votre démonstration, où on a très bien vu les calculs théoriques. Ça, on sait faire un petit peu tous les industriels, l'ONERA et les grands industriels savent faire des écoulements instationnaires, tourbillonnaires, en visqueux, avec la couche limite, l'interaction choc, couche limite, etc. Mais vous allez jusqu'à confronter ces calculs avec des essais de soufflerie, plusieurs échelles et tout. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous savez très bien qu'entre le calcul théorique et la soufflerie, parfois on trouve beaucoup de différences. Donc, il faut bien, et vous avez bien montré tout au cours de votre exposé, l'interaction, si je peux me permettre, complète entre des essais de soufflerie et des calculs tridimensionnels. En fait, on calcule des vortex, la formation de vortex et donc comment vous allez manipuler, vous avez dit manipuler pour réduire. Alors là, je suis étonné des chiffres que vous donnez. On a des gains de 7% de lift sur traînée, c'est-à-dire vous arrangez la polaire de tous nos avions de façon très drastique. Ça va être une révolution sur les rayons d'action. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est à échelle laboratoire. Oui. C'est dans une grande soufflerie quand même. Notre soufflerie de 2,40 m et celle de Milan de 4 mètres de haut et d'envergure. Bon, mais ce sont des résultats, je le mentionne pour les gens qui ne connaissent pas les ordres de grandeur, et 4% de diminution de traînée pendant tout un vol, ça fait 4% de range de plus à isopétrole consommé, on est d'accord? En fait, c'est formidable. Il y a une mine, vraiment, et je suis très heureux de voir que Airbus est en première ligne pour suivre vos travaux de recherche couplés avec de la soufflerie. C'est vraiment le projet SMS, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant que je découvre. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Jean-Michel? Parce que oui. Il y avait une question justement qui était, est-ce que vous avez vous avez parlé d'Airbus, Mariana, mais est-ce que l'aviation militaire pourrait être intéressée par ces études? En fait, la question s'adresse aussi à Jean-Claude. Oui, mais là, on est plutôt dans le domaine des avions civils. Ouais. Parce qu'en supersonique, les avions qui font du supersonique. Mais je laisse Mariana répondre. En fait, j'ai une réponse partielle. En fait, nous avons de bonnes interactions aussi avec Dassault Aviation. Très bien. Nous avons été copartenaires au sein du projet européen TFAST, Transition Location Effect in Shock Boundary Layer Interaction. Là, Dassault Aviation avait fourni un profil d'aile, une géométrie de profil d'aile supercritique, toujours, voilà. elle qui s'appelle chez eux V2C. Bon, c'est comme ça. Et elle a fait l'objet d'études expérimentales et de simulations pendant le projet TFAST, mais sans morphing. C'était pour comprendre la dynamique du tremblement, de l'interaction choc-couche limite, etc. Et en fait, fort de ce qu'on a démontré pour le long du projet SMS, puisque nous sommes en copartenariat avec Dassault dans un autre projet européen qui a commencé en avril dernier, en avril 2020, oui, le projet Team Aero. Donc, nous avons proposé le cas-test, donc un cas-test de morphine pour une aile, et on a proposé l'aile V2C, mais je ne peux pas répondre, enfin, si c'est elle, enfin, le régime pour nous, ce sera des régimes transsoniques, alors que les avions militaires, ils vont aller au supersonique. Ah oui, oui, oui. Voilà, il y a des cas tests aussi qui vont aller à Mach supersonique, mais en fait, je crois bien que, enfin, j'anticipe que on n'a pas étudié ça, mais d'après les mécanismes qu'on a étudiés, on peut anticiper que la structure de l'interaction choc-couche limite, notamment le choc issu d'un Mach à l'entrée supersonique, mettons de l'ordre de 2, hein, 1,2. Il va y avoir donc l'onde de choc. Et si nous appliquons sur la voilure un petit peu en aval et pas dans la région de l'onde de choc, je vais peut-être mieux montrer ce que je veux dire ici. Bon, c'est pas ici un design supersonique, mais c'est pour montrer un peu. Ici, vous avez donc l'interaction avec une entrée supersonique. Et si on mettait en aval de cette interaction une région avec ces actionneurs bien optimisés par rapport à l'instationnarité de l'onde de choc couche limite que nous avons bien étudiée dans TFAST en supersonique, on sait qu'elle est de l'ordre de 1000 Hz à 2000 Hz. On peut manipuler les structures tourbillonnaires en aval de l'interaction pour aller en feedback sous le pied du choc et même en amont et rendre donc freiner une fois de plus le trop-plein de la traînée. Mais c'est une hypothèse. Tant qu'on n'a pas fait d'études, je peux pas être sûre de ce que j'avance là. Mais je suppose que ces concepts pourront être applicables sous adaptation, bien sûr, pour les avions militaires. Bien. Jean-Claude, tu avais une autre question? Oui, j'ai une autre question, mais c'est pour aller encore plus loin. On a parlé beaucoup de la voilure des avions, mais on doit aussi équilibrer
le moment de tangage de l'avion, puisque aujourd'hui, nous ne faisons des avions civils que stables, statiquement stables. Et sur les photos de vos oiseaux, en approche, vous n'avez pas parlé de ce qui se passait en approche. Vous avez vu l'action de la queue, c'est-à-dire de l'empennage horizontal de l'oiseau. Je peux vous dire qu'en approche, eh bien, ça ressemble beaucoup à un empennage d'avion civil, mais alors là, il faudrait voir, il y avait une photo où on voyait la queue instantanément passer à 40 ou 50 degrés vers le bas. Et oui, alors, et donc là, ma question c'est, on a beaucoup travaillé sur les voilures, les bords de fuite de voilure, on a travaillé sur le choc sur les voilures et tout. Vous voyez arriver ma question. Il y a un endroit où on pourrait aussi peut-être appliquer ces morphings, et c'est sur les empennages de nos avions. Tout à fait. Et justement, qui serait très, très important pour aller peut-être un jour vers des avions un petit peu moins stables, qui feraient gagner beaucoup en traînée aussi. Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Merci beaucoup. Oui. En phase d'approche, nous avons fait pas pour l'empennage, mais nous avons actionné des cambrures négatives, on va dire. Hein? Oui, oui. Et nous avons, c'était pour le projet Minotaur, parce que oui. On pouvait faire toutes ces manipulations. Donc, on a démontré que l'on a repoussé à peu près de 12% l'angle du CZ max. Oui. Avec une manipulation donc hybride de la cambrure vers le haut plus vibration, nous pouvons aller vers des optimisations. Exactement. Il s'agit donc, comme fait cet oiseau-là. Oui. Voilà, Et le CZMAS, ça permet de repousser encore les vitesses de décrochage. Oui. Voilà. Oui. Bon. Je crois que on a commencé en... Je crois qu'il serait raisonnable peut-être de conclure. Oui. Je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, car lorsque vous verrez l'ensemble des réactions, le nombre de personnes qui vous ont vivement félicité, Mariana, me font vraiment plaisir, parce que vous y avez mis du vôtre avec à la fois la clarté, la gentillesse, et toute une série de choses qui me font beaucoup vous apprécier. Et enfin, ma dernière chose, ça sera effectivement de vous annoncer la prochaine conférence. C'est le 27 avril. Nous serons transportés au centre spatial guyanais, où Marie-Anne Claire, sa directrice, nous présentera ça le 27 avril à 18h. Merci de votre participation. Merci beaucoup de cette aimable invitation, et merci à tous les participants pour leurs commentaires et questions et appréciations qui nous encouragent à aller de l'avant. Et je remercie M. Fourtanier pour l'introduction de nos travaux, la présentation qu'il a faite pour moi. Et merci beaucoup, M. Hironde, pour avoir indiqué cette possibilité avec la souris pour faire défiler les transparents, et pour tous vos commentaires par ailleurs. Merci à tous, et je vous souhaite surtout la bonne santé avec la situation que nous vivons, et j'espère vous voir à une autre occasion, peut-être en présentiel. Voilà. Merci beaucoup, Mme Raza. Merci beaucoup, Mariana, et à bientôt.